du lien, remettre en lien la racine et le déploiement du chêne. J'ai trouvé cette image très belle. L'opération a réussi et le chêne a pu survivre, le chêne centenaire a pu recommencer son chemin. Et donc penser, c'est peut-être à la fois soigner une blessure morale et psychologique. Il y a quelque chose de très fort dans cette image, je trouve. Alors, penser la société, c'est bien sûr un jeu de mots avec penser avec un E, après la pandémie. Et je pense qu'une pandémie a deux fins. Elle a la fin médicale, on en parle beaucoup de ces temps-ci avec l'arrivée des vaccins. C'est le moment où le virus ne circule plus. Il y a également la fin dans la société, c'est le moment où la société qui a été désarticulée, où elle arrive à retrouver un nouvel équilibre et à laisser derrière elle tout ce qui l'a tellement habité, les peurs, la manière de se situer de manière quasi exclusive vis-à-vis de cet enjeu qu'est la pandémie. Voilà, donc je ne vais pas parler de la première, je ne suis pas compétent en la première. L'après-corona, ce n'est pas du côté médical que je vais l'aborder, mais vraiment le côté sociétal et le côté personnel également, mais surtout sociétal. Alors, il y a un livre qui est sorti il y a un petit peu plus d'un an, c'était au mois de novembre de l'année passée, sorti par une grande tête américaine, un prof d'UNIF émérite, Frank Snowden, et qui s'appelle Epidemics and Society, et qui reprend en fait toute l'histoire des grandes épidémies de ce monde. Et avec comme idée que chaque épidémie nous présente un miroir, nous tend un miroir. Et donc, les grandes épidémies ont toujours déséquilibré la société, à la fois sur le plan médical, bien sûr, sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan social, sur le plan politique, militaire aussi souvent, économique, philosophique et moral. Philosophique et moral également. Donc, il y a vraiment un temps de crise qui est là. Et il y a également des exemples historiques de cela. Il y a la grande peste médiévale que nous connaissons, qui est du milieu du XIVe siècle. Il y a également le choléra et le typhus au XIXe siècle, qui sont également des exemples bien connus. Il y a la grippe espagnole après la Première Guerre mondiale. Il y a bon nombre d'autres épidémies qui ont été mentionnées dans ce livre, qui est vraiment un ouvrage de référence et qui nous pose la question, mais en fait, si il y a des milliers de virus, il y a des milliers d'agents pathogènes qui circulent, pourquoi est-ce que certains agents pathogènes arrivent à se développer de telle manière à se transmettre en pandémie? C'est, répond Snowden, c'est parce qu'ils nous correspondent, ils nous tendent un miroir. Et donc, l'ouvrage est sorti juste avant cette pandémie. Je vais vous proposer de regarder maintenant dans cette pandémie que nous vivons, qu'est-ce que cette pandémie, qu'est-ce que ce Covid-19 vient nous dire de nous-mêmes. Et je voudrais vous proposer un parcours en 3 temps, c'est-à-dire en voir, juger et agir, qui est la méthode inventée par Joseph Cardane. Voir comment la pandémie agit dans notre monde et nommer les blessures de la pandémie. Juger, c'est-à-dire faire appel à notre sens de justice, confronter les faits que nous observons avec les valeurs qui nous habitent. Et puis agir, c'est enfin proposer ou provoquer une réponse, c'est regarder comment on peut induire un changement au cours des choses. Alors, en premier temps, le temps du voir. Donc, ceci est de nouveau pris de ces images de ces chaînes. La première question du voir, c'est peut-être reconnaître que nous avons des blessures personnelles, des blessures relationnelles et des blessures sociétales qui sont là. Les blessures de la pandémie, les blessures à la fois du confinement, les blessures de la maladie, d'avoir vu quelqu'un autour de nous disparaître, quelqu'un tomber malade, d'être peut-être soi-même tombé malade,
Et il y a également les blessures des mesures politico-sanitaires, j'ai envie de dire. Alors, il y a également des blessures qui étaient déjà là dans notre monde, mais qui ont été accentuées spécifiquement ou mis à nu par cette pandémie. Cette pandémie, c'est un petit peu comme le révélateur en photographie. On avait le négatif, avant, quand on avait des argentiques, on trempait le négatif dans un liquide et après, on voyait les couleurs apparaître. Eh bien, la pandémie, c'est la même chose. La pandémie vient nous montrer des blessures qui étaient déjà là souvent, mais qui sont accentuées et qui sont rendues visibles. On peut parler par exemple des violences familiales qu'on a vues depuis la pandémie. On peut parler des fatigues chroniques que les gens évoquent souvent, des burn-out. On peut parler des difficultés de dialogue qu'on voit. C'est chaque fois des symptômes qui montrent qu'il y a quelque chose aujourd'hui avec cette pandémie, mais qui va au-delà de cette pandémie. Il y a la peur du virus, bien sûr, la peur de la contamination, mais aussi la peur de l'avenir. On avait déjà peur de l'avenir avant ce virus. Il y a bien sûr les questions de réchauffement climatique qui sont derrière. Il y a d'autres peurs qui sont là également, des peurs identitaires également. Il y a les pertes de confiance en soi, confiance en la société, confiance en la politique, confiance en l'État, confiance en l'école parfois, confiance en les médecins, confiance en tout ce qui nous entoure. Est-ce que nous sommes encore capables de faire confiance? Et puis, il y a une colère qui est là aussi. On a entendu la colère à beaucoup de moments dans la société, déjà en 2019, 2020, début 2020, mais on la sent toujours présente dans la société. Voilà, donc premier temps de questionnement, se voir. Deuxième temps de questionnement, c'est le juger. Alors, j'ai pris ce tableau de Jérôme Bosch qui parle de tous les mots. En fait, ça a été fait après la peste, mais ça parle de tous ces mots d'une pandémie. Oui? On n'avait pas parlé de faire une petite pause après chaque partie? Une pause comment? Oui. Pour que chacun puisse intérioriser. OK. Oui. Donc, je reviens un instant en arrière. C'est parce que je vois le temps avancer. Hein, d'accord, oui. Désolé. Voilà, donc. Alors, donc, ce deuxième temps, le temps du jugement, est-ce que nous pouvons nommer les maladies des blessures qui sont là? Donc, on a parlé de symptômes. Le voir, c'est d'abord savoir cerner, c'est faire la distinction entre ce qui est important et pas, et savoir cerner voilà, des symptômes qui sont là. Mais derrière ça, il y a des maladies. Est-ce que nous pouvons essayer de nommer les maladies qui sont là? Pourquoi notre société, notre monde est-il si inégal? Pourquoi est-ce que notre rapport à la Terre est si souvent un rapport d'exploitation? Peut-être pas au niveau personnel, individuel, mais au niveau collectif. Il y a quand même un rapport d'exploitation qui est là. La Terre ploie. Pourquoi sommes-nous si divisés entre nous? La division semble être quand même quelque chose qui est très frappant. L'antagonisme, tant en politique que dans la société. Pourquoi, de quoi ou de qui vivons-nous dans la peur? Cette peur qui est là, d'où vient-elle? C'est important de réfléchir à ces questions parce qu'elles peuvent nous indiquer des choses sur les maladies que nous avons. Et que la pandémie peut nous permettre d'avoir davantage de clairvoyance pour mieux mettre le doigt sur là où le bas blesse. Qu'est-ce qui nous tétanise aussi? Qu'est-ce qui nous empêche de construire, de co-construire, d'envisager des solutions?
Et au fond, une question personnelle derrière tout ça, comment est-ce que moi, en tant que personne, en tant que travailleur, en tant que personne d'une famille, en tant que consommateur, en tant que tout ce que je suis, comment est-ce que je participe à ces mots? Est-ce que vous pouvez pas parler un peu plus fort, s'il S'il vous vous plaît? plaît. Comment est-ce que je participe, Ah, voilà. moi, Oui. comme Merci. personne, à ces mots qui sont là? Alors, j'ai nommé certaines choses. Je suis certain que vous pouvez nommer d'autres choses également. Et peut-être que les mots que j'utilise ne sont pas vos mots. Donc, c'est peut-être bien que chacun puisse rechercher à faire cet exercice du jugement et de nommer les maladies des blessures, aller au-delà du symptôme. Et puis, il y a un troisième temps, et qui est fondamental. Hein, peut-être redire que le voir, juger, agir est une méthode collective inventée par Cardane pour faire émerger ce qui vit auprès de la classe ouvrière, notamment, auprès de milieux populaires, pour faire émerger une action commune, une réaction à l'injustice qui est là, une réaction aux problèmes du monde. Donc, ce troisième temps, qui est l'agir. Je vous ai mis ici une image que j'aime beaucoup. J'aime bien me promener. Je suppose que beaucoup de gens se promènent. J'ai vu que les statistiques des promenades augmentent encore plus en ce deuxième confinement qu'au premier confinement. Tout le monde semble avoir trouvé cette passion de la promenade. Et ce qui est une image, je trouve, très stimulante, c'est l'idée des chemins de traverse. Il y a bien sûr les chemins qui sont tracés et il y a des chemins qui sont ailleurs. Et chemin de traverse, il y a donc des choses qu'on peut voir ou ne pas voir. Celles et ceux d'entre vous qui avez vu le film de Harry Potter savez que pour arriver dans le monde magique de Harry Potter, il faut aller dans la gare de Londres et entre deux quais se trouve un nouveau chemin vers le monde magique. Petite parenthèse qui est là, mais donc il faut être capable de voir quels sont ces chemins de traverse, quelles sont les possibilités de changer le cours des choses et de trouver de nouveaux chemins pour nous personnellement et pour la société. Peut-être avez-vous remarqué aussi que depuis cette crise, le temps ne s'écoule pas de la même manière. Des fois, le temps s'écoule maintenant plus vite et des fois aussi beaucoup plus lentement. Et du coup, ça donne l'occasion de discerner. Et les Grecs anciens avaient trois notions du temps. Avaient bien sûr, ce sont des images de la mythologie grecque. Le premier, c'est le l'aion, qui est la destinée, l'éternité, le temps des cycles. Le deuxième, c'est celui qu'on connaît le mieux, c'est le chronos, le chronomètre. C'est celui qui s'écoule de manière identique, qui peut être calculé, qui est là. Et puis le troisième, c'est le kairos, qui est représenté comme étant un dieu, un jeune homme beau et fort, avec des ailes à la fois aux jambes, aux pieds et au dos. Et donc, il est très furtif, il vole très vite et il peut apparaître et disparaître très vite. Et alors, il a une longue crinière derrière lui, il est chauffe, mais derrière, il a une crinière. Et alors, il y a trois attitudes qui sont là face au kairos. On peut ne pas le voir. Et alors, le temps favorable, cette idée que le temps est là et qu'on peut utiliser ce temps, tant pis, on l'aura loupé. Il y a la deuxième attitude qui est de voir le kairos passer devant soi, ce dieu grec qui passe. Et là, on se dit, peut-être bien que ce serait une bonne chose de le rechercher, mais
on ne fait rien parce qu'on hésite, parce qu'on traîne, parce que voilà. Et puis il y a cette troisième attitude qui est de dire le temps favorable est là, je vais essayer d'attraper la crinière et utiliser le levier du kairos pour induire un changement. Et donc ça peut se faire seul, mais ça peut encore plus se faire avec d'autres. Cette idée de l'opportunité et cette audace qui est nécessaire pour le temps favorable. Alors, il y a quelque chose qui est très créateur dans cette idée du kairos. Et donc, c'est une image qui doit nous amener à repenser notre manière d'être au monde. Avant le confinement, nous étions peut-être trop régulés, trop pris dans 2000 choses, et maintenant le temps semble avoir changé et nous sommes capables de changer notre rapport au temps et notre rapport au monde. Et donc, agir ensemble, c'est en quelque sorte rechercher une dynamique de l'engagement et du ressourcement. Il y a quelque chose qui est comme un va-et-vient entre les deux. Il y a le besoin de changer, mais il y a également le besoin de se ressourcer. Et il y a le besoin d'agir, et pour agir, il faut également appartenir, il faut être avec d'autres. Vous voyez dans cette image, toutes les petites tiges, seules, elles sont incapables de donner suffisamment de sève à l'arbre pour revivre. Mais ensemble, ils sont capables, ils peuvent restaurer l'arbre dans son ensemble. Et donc, la question qui est là devant nous, c'est comment est-ce que je me situe vis-à-vis de celles et ceux qui réclament le changement dans la société? Et est-ce que je regarde ça avec recul, comme ceux qui ne saisissent pas le kairos, qui le voient passer mais qui ne le saisissent pas? Ou est-ce que je ne vois même pas le changement, donc je ne vois pas le kairos? Ou est-ce que je suis capable de me remettre en lien avec d'autres, d'être dans cette reliance? Et si nous sommes capables d'être dans cette reliance, alors c'est de rechercher ensemble quelles sont les opportunités du moment. Parce qu'aujourd'hui, des choses sont possibles qu'on n'avait pas imaginées avant. Parfois, c'est lié à la réalité sanitaire que nous connaissons. On peut imaginer, par exemple, que le système des soins de santé est aujourd'hui prêt à être repensé. Il y a des revalorisations salariales qui ont été décidées pour le personnel médical, par exemple. Ça, c'est clairement lié à la crise sanitaire. Mais il y a également des changements qu'on n'aurait pas anticipés et qui sont là quand même. Ça aussi, ça fait partie du kairos. C'est de rechercher quels sont ces changements qui sont là aujourd'hui. Alors, je prends parfois l'exemple du Black Lives Matter, le mouvement américain pour les droits des personnes noires, qui existe ou qui se nourrit de ce qui existe depuis très longtemps. Et quand, dans les années 50, Martin Luther King faisait des marches, eh ben, les Blancs restaient à côté. Ils ne marchaient pas avec, c'était quasi exclusivement une marche de Noirs. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe en Amérique en termes d'injustice raciale, il y a des manifestants qui sont vraiment mixtes. Il y a des Blancs, des Noirs, des personnes seules, des familles. Il y a un vrai mouvement intéressant qui est là. Et donc, ça, je dirais, c'est peut-être également le fruit de ce temps favorable. Le temps favorable à différents changements qui n'étaient pas forcément anticipés. Ou bien aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on va de conférences, de COP en COP, conférence des partis pour le climat en conférence des partis, et rien ne bougeait. Ben, aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même du possible qui est là. La Chine a pris des engagements, Biden en prend d'autres. On sent qu'il y a une nouvelle dynamique qui est là, et on dit ici récemment que les engagements des accords de Paris pourraient être remplis avec ces nouveaux changements. Ce n'est probablement pas suffisant pour faire tout ce qu'il faut faire. Hein.
c'est clairement pas suffisant, mais néanmoins, on sent bien qu'il y a quelque chose du Kairos ici aussi qui est venu, qui a été rendu possible par cette situation, par cette pandémie et par l'initiative des gens, des femmes et des hommes qui ont été, et des enfants aussi, Greta Thunberg, qui ont été capables de saisir ce Kairos. Voilà quelque part les 3 temps de réflexion que je voudrais vous proposer de partager en petits groupes. Alors, je ne sais pas combien de temps est-ce qu'il me reste. Oui, je pense que je suis assez loin. Sinon, je vous parlerai encore très volontiers plus tard des conditions de ce qui pourrait être une transition juste et bonne. Mais je pense que ça va nous amener trop loin. Voilà. Donc, peut-être qu'on pourra en reparler après. Voilà. Je vais arrêter de partager mon écran et rendre la parole. Merci Frédéric pour ce bel échange et j'espère aussi que grâce aux questions qui monteront des groupes, on te donnera la possibilité de nous partager ce que tu as à nous partager. Vous allez donc partir en groupe. Chaque groupe a un animateur. Sachez que vous avez 20 minutes. Les 15 premières minutes seront consacrées à l'échange et en finale, vous serez invité à ramasser une question et une affirmation que l'animateur de votre groupe partagera. Et donc maintenant, vous allez devoir cliquer à accepter de partir dans le groupe qui vous a été attribué. Très bon travail. Et donc, nous nous retrouvons ici à -10. Vous serez invité à rejoindre la salle commune dans 20 minutes. On vous laisse 20 minutes pour ce temps. Voilà, bon échange pour aller plus loin avec toutes ces belles pistes que nous avons reçues. Particulier où les dirigeants ont nié le virus. Et Boris Johnson en Angleterre a fait la même chose jusqu'à ce qu'il l'attrape lui-même. Et peut-être que le virus également est également très adapté à notre mode de consommation. Le virus voyage en avion, il était présent dans des croisières, il a profité de la mondialisation, il profite également de nos entreprises multinationales, il profite de notre rapport au bétail. Ici, maintenant, il y a cette affaire au Danemark avec les visons qui ont fait une mutation supplémentaire du virus. Donc, je pense qu'il est bien armé et il a les bonnes armes, c'est-à-dire il n'apparaît pas trop tôt, il apparaît souvent assez tard, il est transmissible avant l'apparition des symptômes et donc il est très adapté à notre société. C'est également, je pense qu'il nous correspond également parce que c'est ce qu'on appelle en langage technique une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui existait déjà, qui était déjà endémique pour une autre espèce, en l'occurrence pour les chauves-souris, qui nous vient de Chine. Auprès des chauves-souris là-bas, quelque part, on ne sait pas bien où, et qui a été transmis par un autre animal et qui nous est arrivé comme ça. Mais ça pose évidemment la question de quel est notre rapport à la nature. Quelle est l'emprise de l'humain sur le naturel? Avec la disparition d'un tas de biotopes, il y a également des animaux qui vont se retrouver en contact direct avec l'humanité, avec le réchauffement du permafrost, les sols gelés en Russie notamment. Eh ben, il y a des maladies qui vont sortir. Donc, il y a un rapport clair entre tout ça et notre société d'aujourd'hui. Donc, le virus, quelque part, il nous correspond à bien des égards. Et aussi, autre élément de réponse, c'est qu'aux États-Unis, des chiffres montrent que le virus touche 3 fois plus, en termes d'hospitalisation et en termes de décès, des personnes noires ou latinos que des personnes blanches. Donc, il y a 3 fois plus à population égale, il y a 3 fois plus de noirs ou de latinos qui décèdent du virus que de blancs. Donc, il est très inégal, comme notre société. Voilà, pour les 2 premiers, je dirais. Et pour la troisième question, ou le troisième groupe qui parlait de quels sont les chemins de traverse qu'il nous faudrait prendre en premier ou en priorité. Je voudrais alors peut-être vous présenter le slide suivant, qui était de quelque part dire une transition,
c'est ensemble que nous devons définir la transition. Et donc, il faut pour cela regarder qu'est-ce que serait une transition juste et bonne. Est-ce que ça arrive là? Oui. Hop. Oui, oui, oui. Premier critère, je dirais pour une transition juste et bonne, c'est qu'elle doit être... Attends, j'essaie de bouger le... Voilà, hop, j'arrive à bouger ça. La première chose, c'est qu'une transition doit être... Elle doit savoir où elle veut aller. Donc, elle doit être visionnaire. Et ça veut dire intégrer un critère de justice sociale. Et je pense également d'une visée du bien pour tout le monde, pour toute l'humanité et pour chaque personne, ce qu'on appelle le bien commun. La transition doit également être démocratique, c'est-à-dire elle ne doit pas se faire dans l'imposition, mais plutôt dans le dialogue, mais un dialogue qui va au fond des choses, une délibération, une créativité commune. Et elle doit être solidaire et égalitaire. Les épaules les plus fortes doivent porter plus de poids que les épaules les plus faibles. Elle doit être ressourçante, porteuse de sens et quelque part avec une certaine intériorité. Et je pense que ça peut parler pas que à des personnes qui s'identifient comme religieuses, ayant une foi bien prononcée. Mais ça peut vraiment parler à tout le monde puisque nous avons tous une spiritualité, une intériorité en nous. Et alors, il faut une notion de positivité. Je pense que l'humain ne sait pas avancer s'il ne voit pas de chemin de sortie, s'il ne voit pas d'inspiration. Il faut passer du négatif au positif. Et enfin, il faut bien sûr, quelque part, avoir une intelligence suffisamment pragmatique pour pouvoir voir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui nous vient de la science, qu'est-ce qui nous vient des savoirs, pour pouvoir s'appuyer sur le passé pour réinventer le futur. Donc, c'est un petit peu un ensemble qui doit nous indiquer vers où on doit aller. Et c'est vraiment une question de démocratie. Donc, je n'ai pas envie de dire, pour moi, la priorité est d'abord la transition énergétique, ou elle est d'abord la transition sur tel domaine. Non, c'est vraiment quelque chose qui est à définir ensemble. C'est un mouvement à porter ensemble. Eric, des personnes nous ont demandé ton PowerPoint et j'imagine que tu seras disposé à nous le passer pour que nous puissions l'envoyer. D'accord. Alors, je vais d'emblée donner la parole au groupe suivant, qui je crois est le groupe 5, l'animatrice du groupe 5. C'est Isabelle Cagné. Voilà, je l'ai aussi mis dans le chat. Donc, notre retour porte sur le fait que la crise est une opportunité de mettre les problèmes sur la table. C'est une opportunité pour transformer et se transformer individuellement, collectivement, parce que c'est d'abord chacun d'entre nous qui est invité à changer pour que la société change. Merci Isabelle. Je donne la parole maintenant au groupe 6 alors. Oui, alors nous, on a surtout insisté sur la responsabilité de chacun et de chacune pour créer les liens, ou bien entre parenthèses, pour donner un nouveau sens à des liens déjà existants. Donc, pour créer les liens qui permettront les remises en question dont on a besoin pour opérer les changements nécessaires. Je vais l'écrire. D'accord. Et je donne tout de suite la parole au groupe 7. Merci Annie. Milly. Milly? Oui. Nous n'avons pas vraiment... C'est un peu difficile de clôturer ça dans toute cette rapidité. Notre affirmation, c'est ne pas avoir peur d'affronter le réel, de le regarder et de voir comment avancer, mais tourner davantage le regard et l'attention vers ce qui est positif. Et alors, puis, vous avez aussi... Oui, voilà, vas-y, continue. Et puis, la question...
La question, c'est qu'on ne l'a pas clôturé non plus, mais la question qui a été un peu posée, mais si la Chine, nous ne savons rien de l'origine de ce virus, les infos de la Chine sont-elles fiables? Ok, 3 groupes ont parlé, donc Frédéric, je te passe à nouveau la parole. Merci Milly. Oui. Alors, bon, pour cette dernière question de la fiabilité de la Chine, c'est en tout cas ce que dit l'OMS, c'est ce que disent un tas de chercheurs. Après, je pense que se faire un avis, c'est une question qu'il faut pouvoir aborder parce qu'il y a, je pense, en termes de qu'est-ce qu'on croit et qu'est-ce qu'on ne croit pas, il y a énormément de choses qui circulent aujourd'hui et on sent bien que le symptôme, un des symptômes que j'évoquais au début, c'est la question de la confiance. On n'a plus forcément confiance en les sources dans lesquelles on avait confiance avant. C'est un phénomène de société qu'on remarque. Et voilà. Moi, j'ai envie de dire, je préfère avoir un avis prononcé sur une série de choses qui me concernent et sur lesquelles je sens que j'ai un levier et je sais de quoi je parle et défendre ces opinions-là. Et sur les questions sur lesquelles je n'ai pas de levier, je me dis, ben, j'essaie de me fier aux experts. Et là, c'est la question de comment se fier à qui. Voilà un petit peu, mais c'est vraiment une question de société, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut encore faire confiance et à qui est-ce qu'on peut faire confiance. On sent bien que, notamment entre experts médicaux, on a entendu beaucoup de choses contraires et entre politiques encore plus forcément. La question de la crise comme opportunité, oui, c'est le sens du mot crise. Krinein en grec ancien, c'est juger, donc c'est l'occasion d'exercer un jugement sur le monde, sur ce qui se passe. C'est ça en fait une crise. Et donc, c'est la possibilité de effectivement agir et changer le monde. Donc, peut-être une petite piste, c'est que changer le monde, qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire que le changement, prenons les défis écologiques, le changement doit venir d'en haut. Alors, on a mis énormément d'espoir dans nos politiciens qui, depuis le rapport de Rome, ne font que décevoir, on va dire. Les engagements sont toujours trop bas et quand ils sont pris, ils ne sont pas forcément suivis, respectés, traduits en législation. Donc, le changement par le haut, on n'y croit plus forcément. Le changement doit venir alors par le bas. Il doit venir de chacun. Oui, mais c'est bien beau, mais en attendant, c'est pas facile, chacun individuellement, d'agir, de faire son petit précaré. C'est extrêmement compliqué dans un monde où on a tout le temps imposé des choix, où le moindre achat de choses qu'on fait, ce que j'achète ici a été fabriqué quelque part tout à fait ailleurs dans la planète, mais comment je sais quelles ont été les conditions, je suis démuni dans mon choix de changement, en tout cas dans son ensemble, et je peux également être vite découragé. C'est-à-dire, si je suis seul, mais que je vis autour de moi, il y a plein de gens qui ne suivent pas ça, et je suis seul à prêcher dans le désert, je vais à un moment donné ressentir une fatigue, un découragement. Et donc, le vrai changement qui a l'occasion d'aboutir, c'est le changement par le milieu, et qui sont des cultures communes, et donc dans lesquelles je vais peut-être mettre la barre un petit peu moins haute que si je voulais aller faire mon idéalisme personnel sur certaines choses, et sur d'autres choses peut-être plus haut. Et je vais être en dialogue. L'être humain est vraiment un animal social et a besoin de se situer avec d'autres pour se motiver personnellement, pour se ressourcer, mais également pour avoir ce pouvoir de levier sur le politique qui sinon ne va pas agir. Alors c'est quelque chose de longue haleine, ça, parce que le temps du politique est souvent un temps de court terme, et le temps que les gens qui sont là à court terme aient compris que les cultures de fond sont en train de bouger, ça demande parfois le changement de génération de politiciens.
Donc, c'est parfois très frustrant. Mais en attendant, je pense que c'est le seul moyen d'amener le changement, c'est par le milieu. C'est ni par le haut, ni par le bas, ou alors le milieu qui vient vraiment soutenir le bas et le haut. Mais c'est celui-là qui est le plus important. Voilà, et donc créer des liens, oui, c'est vraiment ça qui est important. Merci. Alors, je vais donner la parole maintenant, je crois que c'est le groupe 8. Oui, c'est Enrico. Enrico. Le micro, s'il te plaît. Voilà, vous m'entendez maintenant? Oui. Oui. OK. Merci. Alors, je vais résumer un peu. Cette crise nous a mis en évidence les besoins les plus graves de notre société. On a cité une expérience de voir les sans-abri dans la rue et de voir le besoin s'aggraver dans l'ensemble. Et notre besoin à nous, c'est d'agir ensemble et de se ressourcer pour cette action. Il y a en positif une augmentation de l'écoute à travers les masses médias, comme, à travers aussi les situations particulières où on vit l'augmentation des inégalités. Alors, une des questions principales, c'était quel chemin de traverse pouvons-nous trouver pour attaquer les maux de notre société, de notre Église, de nos milieux sociaux, pour y apporter remède ensemble, car seuls nous sommes peu, ensemble nous pouvons l'impossible. Merci Enrico. Je passe la parole Dans mon groupe, on avait demandé que chacun puisse donner un petit mot de résumé. Mais bon, je ne sais pas si c'est le cas de le faire ou pas. On verra si on a le temps à la fin. On va d'abord laisser la parole à tous les groupes. Alors, je laisse la parole au groupe 9. C'est moi ça. Oui. Merci Clotilde. Bon, en répétant beaucoup de choses qui ont déjà été dites sur la question majeure qui s'est posée dans notre groupe, c'est de savoir comment et toujours comment compenser ces inégalités flagrantes qui nous ont encore frappés davantage pendant ce temps de la pandémie à tout niveau. Donc, les inégalités vraiment sont majeures et on se sent démunis pour y porter remède. Il y a eu aussi l'observation intéressante de savoir que s'il y a des valeurs communes dans notre monde, elles n'ont pas la même hiérarchie. Et on a beaucoup parlé des États-Unis, et donc la culture américaine, elle n'est pas la culture européenne, et donc on est frappé de voir, on se demande comment mettre autour de la table, comment résoudre des problèmes mondiaux avec des gens qui ont des valeurs si différentes. Ça, c'est pour les questions. Alors, les affirmations ou les propositions, la parole prophète a été utilisée plusieurs fois. Soyons prophètes ou disons des paroles prophétiques. Osons parler de ce que nous voulons, nous croyons, nous faisons, et soyons prophètes parce qu'on a besoin de personnes qui témoignent de leur expérience et qui témoignent de valeurs positives avec beaucoup d'intériorité, avec une certaine spiritualité. Le mot intériorité a été cité. Voilà en résumé ce qui a été dit. Merci Clotilde. Je passe la parole au groupe 10, qui je crois est le dernier. C'est Hilda. Merci de votre patience. Voilà. Nous avons eu du mal, frustration, parce qu'on aurait bien aimé continuer et on a été coupé juste avant. Voilà, quelques notes. La pandémie a affecté les personnes de manière très différente et donc les blessures sont très, très inégales. Nous avons noté que le génie de l'être humain, ce génie à être l'être humain qui est si inventif, comme les Zooms par exemple, mais qui fait déplacer aussi les frontières dans les inégalités, et le besoin de rencontres en présence réelle des personnes. Voilà, nous n'avons pas eu le temps de formuler une vraie question. Ça sera une prochaine fois. Voilà Frédéric.
un dernier temps de réaction et peut-être tu peux à partir de là amener la conclusion de nos échanges. Mhm. Oui, mais je pense qu'on est frappé par les mêmes choses et je ne vais pas donner des réponses forcément à ces questions qui sont… Enfin voilà, le besoin de rencontre, il est vraiment là et je pense que… Moi, j'ai été fort marqué par la première conférence de presse au premier confinement. Nous avions notre première ministre en Belgique qui nous a dit « Être solidaire, c'est rester chez soi ». Et j'ai relu ensuite tout le communiqué de presse qui était assez long. Il n'y avait pas une seule mesure d'autre chose qu'on pouvait faire que de rester chez soi. Et il n'y avait pas une seule mesure d'accompagnement pour les personnes qui ne sont pas capables de rester chez soi. Il n'y avait rien qui était dit sur les sans-abri, il n'y avait rien qui était dit sur d'autres problèmes sociaux, il n'y avait rien qui était dit sur les problèmes de la société. Et on a fait durer ça pendant au moins un mois avant d'amener quelques petits changements au fur et à mesure. Mais ça a été quelque chose de vraiment criant comme absence du politique par rapport à cette réalité. Donc, peut-être que le virus nous a un petit peu pris en vitesse, mais c'est vraiment flagrant qu'une ineptie comme ça soit passée. Ça me fâche vraiment très fort. Alors, comment compenser les inégalités? On se rend compte que ces inégalités sont extrêmement multimodales. Si j'en reviens à la question médicale, on voit bien que ce qui est essentiel, c'est la médecine préventive. Et la médecine préventive, c'est la médecine qui est là dans chaque quartier et qui permet à chacune et chacun de se faire vacciner, de recevoir des soins, d'être accompagné, de pouvoir se faire tester, de pouvoir se faire… oui, d'avoir tout cet accompagnement. Et c'est ça qui est le plus crucial dans la prévention de la contagion. Et c'est ça qui fait le plus cruellement défaut dans la plupart des sociétés où la pandémie se répand très vite. Donc, les inégalités sont tellement multiples qu'il faut un énorme plan d'action pour contrer ces inégalités. Il y a bien sûr le domaine fiscal, mais il y a chaque niveau qui est très important. Et je n'aurai pas le temps ni la capacité de répondre à chacune de ces choses-là. Mais voilà, je pense vraiment qu'il faut faire… il faut faire à la fois preuve de solidarité et de fraternité. Et donc la solidarité, c'est quelque part le côté déjà assez structurel donc c'est la même valeur qui se vit au niveau structurel. C'est-à-dire la fiscalité, elle peut être solidaire. La fiscalité n'est pas fraternelle. Mais la fraternité, c'est quelque chose qui se vit dans l'interpersonnel en premier. Et ce sont deux choses qui sont tout autant nécessaires et on ne peut pas estimer que tout doit venir de l'État, mais on ne peut pas non plus, il ne peut pas y avoir que l'État nous empêche d'être solidaire, d'être fraternel. Et or, l'État l'a fait ici, dans cette pandémie. Donc, il y a une articulation qui est à chercher entre ces deux niveaux. Et alors, ces questions de paroles prophétiques sont vraiment essentielles. Je pense qu'aujourd'hui, il y a différentes notions de la vérité, je pense. On peut parler de la vérité dogmatique, on peut parler de la vérité scientifique, on peut parler de différentes vérités. Mais aujourd'hui, la vérité qui passe le mieux, c'est la vérité de témoignage. Et donc, être vrai, le témoignage, c'est vraiment quelque chose de notre ère du temps, de notre époque. Ce qui permet le plus de toucher aujourd'hui, c'est vraiment le témoignage. Et donc, ces paroles prophétiques qui conjuguent à la fois le geste à l'acte, qui ont une certaine performativité parce qu'elles enclenchent les choses, c'est ça vraiment qui est important aujourd'hui. Et alors, peut-être pour conclure,
Je voudrais citer quelqu'un qui a sorti un petit livre il n'y a pas longtemps, qui s'appelle François, et qui a écrit la chose suivante. Dans son dernier ouvrage Fratelli Tutti, au paragraphe 8, il a écrit « Voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une belle aventure. Personne ne peut affronter la vie de manière isolée. Nous avons besoin d'une communauté qui nous soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l'avant. Comme c'est important de rêver ensemble. Seul, on risque d'avoir des mirages par lesquels tu vois ce qu'il n'y a pas. Les rêves se construisent ensemble. » Voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui pourrait nous inspirer pour préparer ce lendemain de la crise actuelle. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Parce que moi, je pense qu'il y a quelque chose de concret pour lequel il faut lutter, c'est les vaccins pour tous. Quand on aura vraiment des vaccins qui seront justes, enfin qui seront vraiment, qui auront fait les preuves d'être des vrais vaccins. Les vaccins doivent tout à fait être un bien commun de l'humanité. C'est une évidence et c'est qu'ensemble qu'on peut y arriver. Et je crois que c'est à Isabelle maintenant de prendre la parole. Merci. Ben voilà, c'est en fait, j'ai pas mon, si, j'ai mon micro pas. Ben voilà, c'est une parole de merci. Merci à Frédéric. C'était une véritable gageure que nous t'avons proposée de parler de tant de choses en si peu de temps. Merci aux participants aussi qui ont essayé de faire le maximum aussi en peu de temps. Voilà, ce sont les limites de la visioconférence. Et voilà, on ne veut pas faire trop longtemps, mais si ça crée un petit peu de frustration, peut-être que ça peut être justement cette frustration, le moyen de nous mettre en route et d'essayer d'aller plus loin. Alors, je voulais aussi dire merci aux animateurs des ateliers et à l'équipe de préparation qui ont préparé avec moi, avec Marco et Marc. Voilà. Si vous voulez visionner l'intervention de Frédéric pendant la session d'été, il y a la possibilité de le voir. Ça s'était déjà indiqué sur l'invitation qui vous a été envoyée dans le PDF. Il y avait la possibilité de retrouver le lien. Voilà. Et avant de clore cette rencontre, je voulais passer la parole à Catherine qui a quelque chose à nous dire, une information à nous donner. C'est ça. Donc, en fait, nous voulons vous faire part d'une autre invitation possible. Je vais essayer de vous la montrer. Mais ce soir, c'était une invitation de l'institution thérésienne avec la collaboration du Centre AVEC, puisque Frédéric est le directeur du Centre AVEC. Et maintenant, nous allons soutenir une autre rencontre organisée par le Centre AVEC le 16 décembre, un échange avec Philippe Lambert, donc, qui est député écolo au niveau européen, autour de la question « L'Europe est-elle vraiment en transition ?» Se prennent pour le moment des décisions importantes au niveau européen. Et voilà, Philippe Lambert va nous dire où en sont les choses, les combats gagnés et les combats encore à mener. Et donc, vous trouvez toute l'information sur le site du Centre AVEC. Nous serons heureux de vous retrouver, si vous le souhaitez, dans une petite quinzaine de jours. Eh bien, voilà. Merci à tous. Merci à Frédéric et au plaisir de vous retrouver et d'avoir passé ce temps ensemble. Merci beaucoup pour cette bonne organisation. Merci. Au revoir à tous. Bonne nuit.
Oui, merci. Merci et bon temps d'avant à tous. Oui, merci. Merci beaucoup. Au revoir. À tout le monde. Au revoir. Merci d'avoir participé. Merci. Oui, merci. Merci à tous. Merci.